de la gouvernance à Aeria. C'est exact. Aeria a été l'entreprise classée 2e dans la catégorie meilleure entreprise éco-citoyenne. C'est ça. C'est cela. Et puis au téléphone, on essaiera de joindre César Ebroquier, lauréat du prix du meilleur communicateur en environnement et développement durable. Voilà. Et puis votre serviteur a été 2e dans la catégorie. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous recevoir. Et nous sommes avec Madame Yao Christine de la direction de la promotion et de l'éducation au développement durable au sein du ministère de l'Environnement. Bonjour Madame Yao Christine. Bonjour Gislain. Vous étiez au four et au moulin dans l'organisation de ce prix. Et voilà, c'est un peu le repos, n'est-ce pas? Oui. Mais ça s'est bien passé. Oui, c'est ça. Pour l'organisation de ce prix, nous sommes le secrétaire exécutif. Vous pouvez parler un tout petit fort. Ouais. Voilà. Je suis secrétaire exécutif du prix. C'est ça. Ivoire Eco Award. Et donc, toute l'organisation a été pilotée, bien sûr, par ma direction, puisque nous avons pour mission la promotion du développement durable. C'est une activité de promotion du développement durable. Bien sûr, bien évidemment. Alors, pour vous permettre de bien vous installer, on va écouter un extrait audio. C'est un extrait de l'intervention du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. C'était lors même de cette cérémonie du prix Ivoire Eco Awards. Nous écoutons. Nous affirmons une nouvelle conception du progrès. Les Ivoire Eco Awards trouvent leur justification dans une réalité incontournable. Le monde a changé. La croissance ne peut plus s'évaluer à travers le seul prisme du profit ou du PIB. La véritable prospérité d'une nation repose désormais sur un équilibre essentiel bâti sur 3 piliers inséparables. La performance économique, la préservation de l'environnement et l'inclusion sociale. Les awards sont donc nés de notre volonté de désigner en Côte d'Ivoire des modèles de courage qui ont choisi l'innovation verte lorsque le chemin était encore incertain. Nous voulons saluer aussi des modèles de responsabilité qui ont compris que leur succès ne pouvait se bâtir aux dépens des générations futures. La 3e catégorie de modèles, ce sont des modèles d'impact qui démontrent par des résultats tangibles que le développement durable est non seulement nécessaire, mais qu'il est aussi une formidable opportunité économique et sociale. Chacun des lauréats que nous honorons ce soir est en effet un pionnier. Associations et citoyens encore hésitants, ils leur disent que c'est possible et qu'il existe déjà des exemples à suivre. Enfin, ils traduisent un engagement renouvelé de notre pays, celui de placer la durabilité au centre de son modèle de développement pour une Côte d'Ivoire résiliente, prospère et fière de son environnement. Voilà, donc on écoutait à l'instant le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, M. Jacques Assaoré Conan, à l'initiative même de ce prix. Alors, Madame Yao Christine, alors parlez-nous de la genèse justement de cette distinction, cette cérémonie de distinction. Merci Gislain. Allez-y, oui. En ce qui concerne la genèse même du prix, oui. Allez-y. Elle relève d'une volonté pure et simple de Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, de vouloir mettre en lumière les actions posées par les acteurs du développement durable. Et donc, c'est depuis le mois d'octobre 2024 que nous avons débuté les réflexions et mis en place un comité d'organisation, un comité de réflexion et un comité d'organisation. Il y a eu plusieurs séances et des réunions préparatoires avec les parties prenantes pour recueillir leur avis, tout et tout. Et donc, c'est après cela que nous avons véritablement regardé la faisabilité du projet. C'est ça. Alors, comment ça s'est fait justement le choix des catégories? Sur quels critères déjà le choix des catégories a été élaboré, puisqu'il y avait non seulement des organisations sociales, on va dire des ONG, organisations non gouvernementales, mais on avait également des entreprises et puis des médias
et puis des agents même du ministère également qui se démarquent par leur travail au quotidien. Alors comment tout cela a été mis en musique, comme on dit? Ok. Il faut savoir que quand on parle d'acteurs de développement durable, il y a des grandes catégories. Il y a la catégorie du secteur privé, constituée par les entreprises. La catégorie administration publique, secteur public, avec tout ce qui est institution, administration publique. Il y a la catégorie organisation de la société civile. Et en dehors de ces grandes catégories, Monsieur le ministre a bien voulu, de façon spécifique, qu'on puisse mettre en lumière certaines catégories, quoique ces catégories-là soient déjà dans les grandes catégories que nous avons citées. Donc c'est en cela que nous avons identifié, par exemple, meilleur communicateur en environnement et développement durable dans le secteur des médias. Nous avons identifié au niveau même des établissements qui font partie de la catégorie aussi bien publique comme privée, mais qui les encourager surtout au niveau des institutions éducatives à mener des actions d'éco-citoyenneté, à poser des actes en faveur de l'environnement dès le bas âge, donc au niveau des institutions éducatives. Il y a aussi une autre catégorie qui a été identifiée au niveau des agents, parce que nous faisons la promotion du développement durable, mais en notre sein, il faut bien pouvoir valoriser aussi les actes. Donc ce n'est pas seulement lié à notre travail en tant que professionnel du ministère de l'Environnement, mais il y a des actes que nous posons qui sont en faveur de la protection de l'environnement. Donc c'est de cette façon que et la catégorie des collectivités, c'est une grande catégorie aussi, à travers les conseils régionaux et les communes. Nous n'avons pas voulu mettre les districts parce que c'était beaucoup plus large. C'est ça. Voilà. Alors, il y a eu combien de candidatures pour cette première édition en tout? Alors, je crois bien que nous avons eu autour de 135 candidatures, toutes catégories confondues. Et c'est sur des critères bien précis que ces catégories ont été évaluées. Revenons sur ces critères avant de donner la parole aux lauréats qui sont ici avec nous. Quels ont été ces points clés qui ont véritablement joué en leur faveur, en faveur de ces lauréats-là, au quotidien ou dans le travail qu'ils abattent? Sûrement, il y a eu des éléments importants qui ont attiré votre attention et c'est peut-être ce qui a poussé à faire ce choix de ces différents lauréats. Quels sont ces critères clés? Oui, il y a plusieurs critères. Il y a des critères qui sont spécifiques à chaque catégorie. Oui, c'est cela. Mais il y a des critères quand même, des critères communs aux différentes catégories, à savoir surtout ce qui est plus important, l'impact des actions posées par ces différents acteurs. La pertinence du projet présenté, c'est l'un des critères. Ça fait aussi le deuxième critère. La durabilité du projet présenté. Et je pense que c'est surtout ça, ces principaux critères communs à toutes les catégories. C'est ça. Voilà. Alors, voilà, nous avons eu la chance d'avoir César Ebroquier. On va commencer avec lui déjà en tant que lauréat pour avoir ses impressions, on dira, après ce sacre à cette première édition du prix Ivoire Eco Awards. Bonjour César Ebroquier. Bonjour. Alors, ça va très bien. Vous êtes journaliste à Le Mandat, c'est bien cela? Tout à fait. Et vous avez été désigné premier dans la catégorie meilleur communicateur en environnement et développement durable. Alors déjà, vos impressions par rapport à ce prix-là. Et puis, vous allez aussi nous parler du travail que vous abattez chaque jour en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques et votre engagement dans la question du développement durable. Merci pour cette opportunité. Alors, je dois dire que ce prix, c'est un peu le couronnement des sacrifices, des efforts que nous abattons en tant que professionnels des médias pour la protection de l'environnement. Et donc, c'est avec beaucoup de joie que j'ai accueilli donc cette distinction. Je voudrais déjà dire que pour le concours Ebony, j'avais déjà présenté plusieurs productions portant sur l'environnement. Et avant même ce prix, il y a eu un concours SICOV des villes durables où j'ai été aussi distingué.
Donc, je veux dire que ces prix, ça crée l'émulation. Ça dit que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes sur le bon chemin. Et donc, ça nous motive davantage à continuer ce que nous faisons. Je ne vous apprends rien. Aller dans la brousse, aller dans l'environnement de la nature, ce n'est pas toujours évident. Et il faut vraiment avoir de l'amour pour la nature. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un couronnement, une reconnaissance de nos efforts. Oui. Pour revenir au deuxième volet de votre préoccupation, en tout cas, moi, j'ai présenté des productions sur plusieurs thématiques. Mais je voulais déjà présenter l'une des productions qui a porté sur l'érosion côtière. Alors, j'ai fait un reportage à Assini où j'ai présenté un peu le tableau actuel. D'ordinaire, quand on parle d'Assini, ça rime avec le tourisme, avec les plages, avec tout ce qui est plaisance. Mais la réalité, je peux dire, est tout autre parce que les opérateurs qui interviennent là-bas, aujourd'hui, ils voient leur chiffre d'affaires s'effriter à cause de l'érosion côtière. Voilà un peu ce que je voulais dire. C'est ça. Et est-ce que ces opérateurs aussi, eux-mêmes, très souvent, ne sont pas aussi à la base, par exemple, la destruction de la mangrove pour utiliser des parcelles en bordure d'eau? Bon, ce n'est pas eux directement. L'érosion côtière, c'est un phénomène qui découle de la fonte des glaces et tout ça, qui entraîne donc la montée du niveau de la mer. Et nous, on n'a pas vraiment... Il faut vraiment une solution globale pour freiner un peu ce fléau-là. Voyez-vous, il y a des gens qui avaient des maquis, des restos, mais aujourd'hui, à cause de l'érosion côtière, puisque chaque fois l'eau vient les déranger lorsque la période arrive, donc ils ne peuvent plus construire des restaurants de qualité. Du coup, ils font des restaurants il y a des circonstanciels juste pour une période, puisqu'ils savent que dans quelques mois, l'eau va arriver. Donc, la clientèle qui demande la qualité va donc petit à petit se désintéresser. Et même quand l'eau arrive, ils peuvent faire des mois sans travailler. Ils ferment tout. Leurs travailleurs restent des mois sans salaire. Eux-mêmes, là, ils ferment tout parce que l'eau, moi, ils m'ont montré des niveaux où l'eau arrive sur des mètres. Et donc, ça fait que leur business n'est plus stable. Voilà. Et ils ne sont pas responsables directement. Ce n'est pas eux qui, par leur comportement, entraînent ça. Mais ils subissent de plein fouet les effets de l'érosion côtière. Et ça c'est une question importante que vous prenez à bras le corps, sur laquelle vous travaillez. Et il y a bien évidemment d'autres projets en cours, des reportages prévus. On y reviendra. Le temps de donner également la parole aux lauréats également ici avec nous. Parlant d'eau, je me tourne vers le SIAPOL qui travaille beaucoup dans la lutte contre la pollution, que ce soit la pollution, on va dire, plastique, la pollution du sol, la pollution des eaux, de l'air. C'est tous ces aspects-là que vous mettez en action. Monsieur Koulibaly Bakary, bonne arrivée encore à Radio de la Paix. Merci. Voilà. Alors, parlez-nous déjà de ces grands axes que vous abordez au quotidien dans votre travail et comment cela a été remarqué pour arriver jusqu'à ce prix de cette première édition des Ivoire Eco Awards. Ok, merci bien. Moi, c'est Bakary Koulibaly. Je suis inspecteur principal au Centre ivoirien anti-pollution. Je suis à la sous-direction du laboratoire central de l'environnement. Et précisément au service de l'évaluation portuaire d'urgence. Alors, il faut dire que ça a été vraiment un plaisir de recevoir ce prix des mains de la plus haute autorité de notre structure, que je remercie au passage. Recevoir également ce prix est une fierté. Surtout que à entendre Madame Yao, les critères
et la composition des membres du jury vraiment font que mériter ce prix vraiment est une joie. Voilà. Tout a commencé, je crois, quand j'étais en master au laboratoire de thermodynamique et de physico-chimie de l'université d'Aboba Djamé, où j'étais le premier étudiant de Madame Ekou à travailler sur les bioplastiques. J'ai fabriqué des bioplastiques biodégradables à partir du manioc. Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi un bioplastique? C'est quoi le bioplastique? Le bioplastique, quelques mots simples. Ouais, c'est ça. Le bioplastique, c'est un plastique qui est fabriqué à partir du matériau bio. Voilà. Comme par exemple le maïs et le manioc. En opposition aux plastiques non biodégradables qui sont issus, n'est-ce pas, des énergies fossiles, comme le pétrole. Voilà. Oui. Voilà. Donc quand j'ai reçu, n'est-ce pas, cette expérience, automatiquement, mon professeur m'a recommandé au ministère de l'Environnement. Et c'est là la petite histoire a commencé. Je me suis investi dans l'environnement. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, quand j'ai remis cette lettre de recommandation au DRH du ministère, il a regardé et il m'a dit « ta place se trouve au SIAPOL ». Donc c'est ainsi que je me suis retrouvé au SIAPOL. Mais j'ai continué à bosser dur. Il fallait encore avoir des notions dans le développement durable. J'ai dû retourner encore aller faire un master en développement durable. Après le master, on m'a affecté aux évaluations portuaires d'urgence. Et là-bas, comme on faisait le contrôle des résidus liquides des navires, là encore, j'étais un peu limité, puisque pour contrôler des résidus dans un navire, il fallait avoir des connaissances en droit, surtout en droit maritime. Je suis retourné encore à l'école, aller faire un autre master en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques. Et c'est tout ça mis ensemble qui m'a permis, en tout cas, de mener beaucoup d'activités, non seulement au niveau de la chimie, au niveau du développement durable et au niveau du droit maritime. Oui. Voilà. Donc je pense que ça a été le petit plus. Ça a été là le déclic. Hein. Voilà. Et vraiment, je suis très heureux. Ouais, vraiment. Nous sommes heureux avec vous et c'est vraiment un parcours inspirant, en tout cas qui montre votre engagement depuis l'université jusqu'à ce qu'aujourd'hui cela se prouve de façon concrète. Alors, l'entreprise classée deuxième dans la catégorie meilleure entreprise éco-citoyenne, c'est Aeria. Et nous sommes là avec M. Ali Ouattara, j'ai failli dire Koulibaly, directeur de la conformité et de la gouvernance. Alors vous allez nous présenter cette structure, Aeria, et puis ce que vous menez au quotidien comme action, action éco-citoyenne bien évidemment. Voilà. Merci Ghislain. Tout d'abord, je tiens à remercier le ministère en charge de l'environnement, représenté aujourd'hui ici par Madame Yao, pour cette initiative ambitieuse. Oui. Ce que je voulais dire, j'ai lu depuis un moment un document du GIEC, qui est le groupe intergouvernemental qui travaille sur l'évaluation des climats. Mais à regarder dans les détails, ce qu'on peut ressortir comme résumé, c'est que c'est trop tard. C'est vraiment trop tard d'agir. Trop tard parce que quand on prend les 9 limites planétaires, on en a franchi déjà 7. Et dont le changement climatique. Et ce changement climatique qui est un changement brutal, on va dire, et rapide, provoqué par les activités anthropiques. Ce qui met en cause notre mode de vie, nos modes de production et également notre mode de consommation. Je disais que c'est trop tard. Pourquoi? Parce que au niveau des changements climatiques, chaque secteur d'activité a un impact aussi négatif. Lorsqu'on prend le secteur aérien, l'association des transports aériens internationaux qu'on appelle IATA nous dit que nous allons passer de 2019, on était à 140 millions de passagers transportés. En 2040, à l'horizon 2040, ce sera 300 millions de passagers. Donc cela voudrait dire qu'il doit y avoir des développements au niveau des aéroports, développement en termes d'infrastructures
et également beaucoup d'émissions en termes de gestion d'énergie. Et pour nous, le grand défi, c'est comment concilier ce développement, cette compétitivité et les défis environnementaux. Le secteur aérien aujourd'hui devient de plus en plus vulnérable. C'est pourquoi chez Aéria, Aéria, c'est l'aéroport, c'est l'entité qui gère l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Nous sommes concessionnaires. Et face à tous ces défis, nous avons pour mission déjà d'exploiter, de développer l'aéroport, qui est la principale porte d'entrée aérienne en Côte d'Ivoire. Nous permettons aux voyageurs, aux usagers et également aux employés de circuler et de travailler en toute sécurité et dans le meilleur confort. Nous avons pour ambition de faire de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan le principal hub de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi qu'une référence internationale attractive, verte et à la pointe de la technologie. Cela dit, je présente plus ou moins Aéria comme un acteur majeur également du développement durable. Donc cette entreprise, depuis plusieurs années, nous essayons de changer notre mode de service à rendre. C'est-à-dire, c'est vrai, notre secteur d'activité, c'est de permettre à ce que les aéronefs atterrissent et décollent en toute sécurité. Mais à ça, il y a autre chose à faire. C'est comment concilier les défis environnementaux par rapport vis-à-vis de nos activités. Donc c'est pourquoi pour l'année 2023-2025, la direction générale a pris des orientations stratégiques dont 3 sont axés sur les questions liées au changement climatique. Et ce sont ces défis-là que nous adressons actuellement. Oui, c'est ce que vous menez comme activité. Alors, on y reviendra. Le temps de donner aussi la parole à l'ONG Moi Je Trie, avec Rosanne Tanoé, épouse Soro, directrice exécutive de l'ONG Moi Je Trie, sacrée meilleure organisation sociale. Alors, on dira, mais c'est le travail du tri sélectif, par exemple, dans les différentes communes d'Abidjan, principalement à Vridi-Cité. Ce sont tous ces aspects-là qui ont joué en votre faveur. Rosanne, bonjour. Bonjour Ghislain. Certainement, mais c'est aussi le concours de plusieurs acteurs. C'est ça. Donc, je remercie vraiment le secrétaire exécutif du ministère et également Monsieur le ministre. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais bien rendre hommage à Madame Yao, qui est vraiment, en fait, une femme que j'admire. C'est vraiment une femme exceptionnelle qui a porté ce prix comme son prix. Et vraiment, elle a comme son bébé. Et vraiment, elle a été d'un accompagnement de chacun, sinon chacune des candidatures. Parce qu'en fait, il y a d'autres candidats qui n'ont pas été lauréats, qui ont aussi un très bon retour de Madame Yao. Donc, c'est vraiment... mes hommages vont vers Madame Yao dans un premier temps. Et puis, de façon générale, à tous les ministères qui ont été impliqués. Le ministère de l'Environnement, tout à l'heure, Madame Yao citait le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Eaux et Forêts. On a plusieurs ministères qui ont participé à ce concours et qui étaient membres du jury et qui ont permis en fait à ce que Moi Je Trie puisse en fait remporter ce prix. Alors ce prix n'est pas qu'une reconnaissance, c'est pas qu'une récompense, pardon, c'est une récompense en fait de notre engagement, une reconnaissance de notre approche qui est unique, qui met les jeunes au devant de la scène, notamment celle de la protection de l'environnement. C'est aussi le résultat d'un travail accompli de l'ensemble de mes collaborateurs. Comme tout à l'heure, en fait, tu citais le travail à Vridi-Cité. Dans chacun des territoires où Moi Je Trie, il y a une équipe dynamique et dévouée et très engagée qui permettent d'avoir les résultats qui ont été présentés dans notre dossier du prix Ivoire Eco Awards. Donc oui, aujourd'hui, nous sommes récompensés, premier prix, meilleure organisation éco-responsable. C'est une opportunité aussi pour nous de montrer à nos partenaires
notamment les partenaires que nous avons en Côte d'Ivoire, que je salue au passage, et dont je sais qu'ils y ont contribué de près ou de loin, de notre crédibilité. Aujourd'hui, on a un modèle qui fonctionne, qui est reconnu au niveau national et qui devrait pouvoir s'essaimer en fait dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est cela. Alors, nous allons revenir à Madame Yao Christine, directrice de la promotion et de l'éducation au développement durable, pour nous expliquer en quoi est-ce que ce prix s'inscrit dans la promotion du développement durable. Madame Yao. Oui. Vous avez la parole. Oui, merci Ghislain. Bien avant, il fallait que je sacrifie quand même un certain protocole pour vous dire merci. Merci pour cette occasion que vous donnez au ministère de l'Environnement de pouvoir se prononcer sur votre antenne. C'est une belle lucarne pour faire la promotion de ce prix justement et faire connaître aux différents auditeurs qu'il y a une initiative qui existe au ministère de l'Environnement qui valorise justement tous ces acteurs de développement durable. Donc, au nom de Monsieur le ministre, nous voulons vous dire merci. Merci à votre hiérarchie de nous avoir invités ici. Et en tant que direction de la promotion et de l'éducation au développement durable, une direction que je pilote, nous avons pour mission essentielle de renforcer la culture écologique en Côte d'Ivoire. Et donc, les Ivoire Eco Awards s'inscrivent dans cette dynamique. Ce prix donc, constitue véritablement une vitrine qui met en lumière les bonnes actions, les bonnes pratiques. Ce prix valorise les initiatives exemplaires et crée vraiment une saine émulation entre les différents acteurs, que ce soit publics, privés ou communautaires. Donc, ce prix s'inscrit de façon plus globale dans nos missions. Oui. Dans votre mission et votre stratégie également. Oui. Alors, parlez-nous du travail que vous abattez au quotidien avec les acteurs clés dans le domaine, sociétés privées, publiques, ONG, médias, et comment tout cela se fait? Ok, en fonction des catégories d'acteurs, il y a une certaine approche qui est développée. L'approche qui est développée avec la catégorie des organisations de la société civile n'est pas forcément la même parce que au niveau des organisations de la société civile, c'est vrai qu'on recherche un peu plus d'engagement, mais ces engagements que nous recherchons, c'est d'être plus proche de la population parce que les organisations de la société civile constituent un relais pour nous. Donc, nous avons déjà au niveau de notre direction organisé déjà à plusieurs reprises des ateliers de formation, de sensibilisation des acteurs de la société civile. On a même organisé aussi une activité avec les médias, justement pour qu'ils puissent s'approprier le développement durable et jouer de façon correcte leur partition. Et nous essayons de les accompagner dans leurs activités. Quand ces organisations ont des activités, nous sommes informés, nous participons, nous leur apportons un appui surtout technique pour une meilleure approche en termes d'engagement éco-citoyen, éco-responsable. Et si on devrait, par exemple, expliquer de façon simple le développement durable aux auditeurs et auditrices, qu'est-ce qu'on peut comprendre, même aux enfants, on considère qu'on parle aux enfants, pour qu'ils comprennent simplement, c'est quoi le développement durable? Il y a une définition qui existe pour le développement durable. C'est selon le rapport Brundtland, c'est le développement, c'est la capacité des générations actuelles à tenir l'engagement tout en respectant celle des générations futures de façon plus simple. Oui. Voilà, donc quels sont les actes que nous posons aujourd'hui pour préserver notre environnement qui ne vont pas compromettre la capacité des autres générations pour qu'elles aussi puissent assumer leur
leur rôle, leurs responsabilités pour préserver notre environnement, pour faire la promotion du développement durable. Donc de façon plus simple, voilà comment on pourrait voir c'est ça, la question du développement durable. Il y a une éducation à l'endroit des plus jeunes, des plus petits, au niveau de votre service. Oui, la direction même, c'est la direction de la promotion et de l'éducation au développement durable. Bien sûr. Donc dans nos missions, il y a l'une de nos missions, c'est d'intégrer le développement durable dans les curricula de formation. Sensibiliser les populations, les acteurs à l'appropriation du développement durable et les mobiliser. Donc voici un peu les grands axes de nos missions. Oui. Donc nous sommes en rapport avec des ministères techniques clés, tels que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous sommes en relation avec ces différents ministères pour justement intégrer le développement durable dans les différents curricula. Donc c'est un appui que notre ministère apporte à ces différents ministères techniques qui ont en charge le secteur éducation. Mais au-delà, nous avons aussi, de façon plus large, nous intervenons avec d'autres acteurs qui agissent dans le renforcement de capacités. C'est cela. Oui. Alors, César Ebroquier, avant d'aller au top horaire, rapidement, vous êtes là avec nous? Allô? Allô? Oui, oui. Oui, César, voilà, on va parler justement de vous aussi, votre travail. Comment ce travail-là fait la promotion du développement durable? Vous avez évoqué ce sujet-là que vous traitiez du côté d'Assini, en ce qui concerne l'impact de l'érosion côtière. Mais comment vous comptez déployer tout ce travail-là, journalistique? Ok, merci. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que parce que nous avons présenté un peu l'urgence, mais aussi nous avons fait des plaidoyers pour que la problématique de l'érosion côtière soit prise en compte. Et donc nous avons fait beaucoup de plaidoyers et je pense que ces plaidoyers ont eu un écho favorable auprès des pouvoirs publics. En témoigne aujourd'hui le nouveau code de l'environnement et surtout la création de l'ANAGIL qui est l'Agence nationale de la gestion du littoral. Alors cette agence va permettre donc de prendre en compte véritablement ce problème-là. Parce que pour le littoral, j'ai parlé de Assini, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Vous avez Assini, mais figurez-vous que la bonne partie de l'économie ivoirienne est sur le littoral. Depuis San Pedro et tout ça, jusqu'à Abidjan, la capitale économique, tout est sur le littoral, en bordure de mer. Jusqu'à Tiapoum. On va aussi aller au top horaire. On revient juste après pour la suite de ce développement. Radio de la Paix, il est 11h. Et vous faites bien d'être à l'écoute de Radio de la Paix. Aujourd'hui, Solution Climat revient sur cet événement majeur, à savoir la première édition du prix Ivoire Eco Awards, organisé par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Un prix qui a pour objectif de valoriser les acteurs qui, au quotidien, s'engagent dans la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques et la promotion de pratiques durables. Et nous échangeons depuis le début de cette émission avec les lauréats et également Madame Yao Christine du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, spécialement de la direction de la promotion et de l'éducation au développement durable. Et puis avec nous en plateau, Rosanne Tanoé, épouse Soro, Monsieur Koulibaly Bakari également. Donc Rosanne Tanoé qui représente l'ONG Moi Je Trie, Koulibaly Bakari, le SIAPOL, qui est aussi distingué, Monsieur Ali Ouattara, qui est directeur de la conformité à Aéria et qui représente cette structure classée meilleure entreprise éco-citoyenne, deuxième meilleure entreprise éco-citoyenne. Et puis César Ebroquier, journaliste au quotidien
le mandat. Alors César, on parlait de ce travail-là, de comment étendre ces différents angles de traitement d'informations, de sujets sur les questions du développement durable. Et vous parliez bien évidemment de l'importance du littoral, surtout dans l'économie nationale. Tout à fait. Donc, comme je le disais, en termes d'impact, déjà, on a le nouveau code de l'environnement qui prend vraiment en compte beaucoup de choses, et surtout la création de l'ANAGI, qui est une agence qui va gérer donc tous les problèmes du littoral. Figurez-vous que une bonne partie de l'économie ivoirienne est sur le littoral. Donc, si ce problème n'est pas traité avec rigueur, on va se retrouver dans l'eau, et c'est la Côte d'Ivoire qui va en partir. Donc ça, c'est déjà des résultats, les plaidoyers qu'on a fait. On n'était pas seul, parce que j'ai travaillé aussi avec des ONG comme Benkadi. Et donc voilà. Mais pour la suite, je vais continuer. J'ai un projet de faire aussi des reportages sur certains sujets, notamment les aires protégées marines, parce que on parle beaucoup des forêts classées, mais au niveau de la mer, il y a aussi un travail à faire pour protéger cet espace-là. D'abord, c'est bien pour le tourisme, c'est bien pour l'économie bleue. Quand on parle d'économie bleue, on parle de tout ce qui touche la mer, la pêche, tout ce qui est métier et en rapport avec l'eau, mais aussi il y a les espèces qui sont dans la mer, telles que les tortues, qu'il faut sauvegarder, et puis les poissons, comme on le sait. Donc ça, c'est l'un des sujets que je me propose de traiter. Et puis il y a le problème de la salubrité à Abidjan. Vous savez que beaucoup de fonds ont été faits en matière de voirie, mais il reste encore des efforts, notamment dans tout ce qui touche les évacuations. On parle des caniveaux, vous voyez des caniveaux à ciel ouvert où les gens mettent des ordures. Donc il faut essayer d'évoquer ça pour interpeller un peu les populations et les pouvoirs publics. Voilà un peu ce que nous avons en cœur de faire. C'est cela. En tout cas, merci infiniment à vous, César Ebroquier. Vous êtes dans la rédaction, c'est ça? Oui, je suis à 2 pas de la rédaction. En tout cas, voulu être là-bas. Oui, bien sûr. Je voulais me permettre de faire dire bonjour aussi à Madame Yao, vraiment qui a été d'un appui vraiment considérable. Et ça, c'est vraiment important. Moi, en tout cas, ça me galvanise, ça me pousse à faire davantage, et on met tout dans la main de Dieu. En tout cas, Madame Yao, merci pour la facilitation, pour tout ce que vous faites. Et vraiment, ça nous va droit au cœur. Je reviendrai vers vous pour le contact. Je vous en prie. C'est ça, c'est important d'avoir les contacts des personnes ressources, et c'est en cela que cette synergie-là peut être davantage productive. Merci à vous, et puis excellente journée, et puis bon boulot. Merci, merci beaucoup. On salue tous les confrères du quotidien Le Mandat. Merci beaucoup. Bonne journée. Ah, voilà. Alors, c'est vraiment intéressant. Après lui, je me tourne généralement vers le Siapol, parce que les sujets vont à peu près dans le même sens. Il parlait d'économie bleue, mais on note malheureusement qu'en Côte d'Ivoire, ces dernières années, on a beaucoup de mortalité de poissons, par exemple, dans nos eaux. Alors, comment vous analysez cette situation-là, et puis le rôle que vous menez justement dans la prévention, et même aussi dans, on dira, la sensibilisation, puisque après, ce sont des éléments dangereux. D'accord. D'accord. Merci bien, Ghislain. Au niveau de la mortalité des poissons, il faut dire que on va aller peut-être un peu rapidement. Quand nous allons sur le terrain, lorsqu'on nous interpelle, qu'on arrive sur le terrain, on fait des mesures in situ. C'est-à-dire, on ne fait pas de prélèvement pour aller au laboratoire. C'est-à-dire, tout de suite, il faut voir dans le milieu naturel du poisson qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Alors, le plus souvent, c'est l'oxygène. C'est le manque d'oxygène qui est le problème. Voilà. Parce que le poisson respire comme nous autres.
Voilà, dans cette salle, s'il n'y a pas d'oxygène, l'émission ne pourra pas se tenir. Voilà. Bien sûr. C'est la même chose au niveau de l'eau. Alors, mais ça ne suffit pas, puisque nous sommes des techniciens. Donc, après, n'est-ce pas, le contrôle du niveau d'oxygène, on fait des prélèvements pour aller en laboratoire, pour des analyses, pour avoir encore d'autres preuves. Et avant ça, oui. Qu'est-ce qui cause le manque d'oxygène? Très bien. Alors, dans l'oxygène, dans le milieu, voilà, dans l'eau, il faut dire que le rejet, n'est-ce pas, de déchets, n'est-ce pas, surtout organiques dans l'eau, la décomposition de ces déchets-là consomme l'oxygène. Voilà. Donc, nous, on parle souvent de DBO ou bien de DCO. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Si vous déversez, n'est-ce pas, les déchets dans l'eau, des déchets organiques, la décomposition de ces déchets-là nécessite une certaine quantité d'oxygène. Déchets organiques, on prend un exemple simple. Ouais. Ça peut être, on a fini de faire du poisson, de l'huile, voilà, et on jette. Par exemple, une savonnerie. Ok, voilà. ok. Vous voyez, dans cette eau-là, que nous appelons les effluents, il y a encore de la matière organique. Okay. Donc, lorsque cette matière se retrouve dans l'eau, elle va se décomposer. Maintenant, la décomposition de cette matière-là nécessite de l'oxygène. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de l'oxygène, la matière ne pourra pas se décomposer. Donc elle absorbe. Voilà, très bien. Donc elle va récupérer de l'oxygène de l'eau, voilà, pour pouvoir se décomposer. Et là, elle ne demande pas. C'est-à-dire, elle ne va pas demander est-ce que je peux utiliser un peu. Non, c'est automatique. Voilà, très bien. Naturel. Voilà, très bien. Maintenant, les poissons qui sont déjà dans le milieu, donc ça devient un partage d'oxygène. Voilà. Et malheureusement, il se trouve que les déchets consomment plus d'oxygène. Et du coup, les poissons se retrouvent dans un milieu où il n'y a plus d'oxygène. Voilà pourquoi on demande aux industriels de traiter les déchets et de respecter les normes. Parce qu'il y a des normes qu'il faut respecter. Donc quand on ne respecte pas les normes, du coup, dans le milieu, on n'a plus d'oxygène et les poissons ne peuvent plus respirer, donc asphyxie. Oui, voilà. Et ça c'est récurrent. Abidjan, mais aussi à Yamoussoukro, les lacs, il y a eu il n'y a pas longtemps justement ce même cas-là de mortalité de poissons. Donc c'est le même phénomène, les déchets organiques qui arrivent jusqu'à ces cours d'eau-là. C'est ça. Alors, solution, on dira, puisqu'on est dans l'émission Solution Climat. Oui, la solution, elle est simple. Oui. C'est de contrôler les déchets, respecter les normes, n'est-ce pas, qu'on leur donne avant leur installation, c'est-à-dire avant l'exploitation même de l'installation, on te donne des normes. On te dit, compte tenu de ton activité, voici le taux, n'est-ce pas, de polluants, voilà, de polluants qu'on accepte dans tes résidus. Voilà. Mais malheureusement, bon, c'est pas toujours le cas. Et là, c'est là que le code d'environnement peut agir. Voilà, bien sûr, bien sûr. Et nous, quand on vient, c'est pour faire le contrôle. Parce qu'il y a aussi des installations. Par exemple, je prends un exemple. Toi, Ghislain, tu as une installation classée. Et il y a des contrôles qu'on fait de façon inopinée et aussi permanente. Voilà. Je crois une fois par semestre. Donc, quand on vient, tu dois être à mesure de nous présenter un bulletin d'analyse de tes rejets. Donc dans ce bulletin-là, on voit un peu les taux de polluants. Voilà, parce que tu connais le canevas. Il peut arriver aussi qu'on vienne et puis Ghislain n'a pas de bulletin d'analyse. Ça veut dire que vous n'analysez pas, mais vous rejetez. Donc quand c'est comme ça, nous on vient, on fait les prélèvements et on fait l'analyse. Voilà. Là, on n'a plus besoin de te demander. Voilà. C'est clair. Voilà. Oui, Madame Yao Christine. Oui, c'est pour cela qu'en amont, il faut commencer par la sensibilisation pour vraiment, s'il est possible, d'éviter la pollution. Et dans le pire des cas, c'est de réduire. Comme on ne peut pas vivre aussi sans nuit, c'est ça. Mais c'est de vraiment réduire notre empreinte sur tout ce qui est autour dans notre environnement. C'est ça. Et c'est ce qui justifie aussi l'organisation de ce prix, pour sensibiliser tous ces acteurs-là à un rôle beaucoup plus positif dans notre environnement. Voilà. C'est vraiment important. Oui, Ali Ouattara. Ce que je voulais dire, c'est que nous, au niveau de l'aéroport d'Abidjan... C'est la question sur la pollution de l'air. Oui, bien sûr, c'est la question sur la pollution de l'eau. De l'eau déjà. Et puis de l'air également, du bruit. Du bruit aussi, la pollution sonore.
Bien sûr. En fait, je voulais juste donner un peu la pratique au niveau de l'aéroport. Oui. Ce dossier a été versé pour le prix également. Nous avons d'abord un arrêté d'approbation du ministère en charge de l'environnement pour permettre à l'aéroport de pouvoir poursuivre ses activités. Et en annexe de ces activités, on a ce qu'on appelle annexe. Il y a une annexe qui donne des détails, des paramètres à respecter qui sont liés aux normes des RG, qui est un arrêté de 2008. Et nous, ce que nous faisons chaque année, nous faisons l'analyse des eaux des RG. C'est vrai, l'aéroport n'utilise pas de l'eau dans son process, mais tout ce qui est eau pluviale, qui est censé sortir de l'aéroport, nous avons 12 points où on fait les analyses. Et ces analyses-là sont faites par une entité tierce, qui est agréée, bien entendu, par le Centre ivoirien anti-pollution. Et lorsque les paramètres sont en dépassement, automatiquement, ça déclenche des actions à notre niveau. Ces points sont dotés de centres d'épuration, puisque après, s'il y a des rejets, on voit qu'il y a l'eau qui n'est pas loin. Et comment ça se passe? Déjà, comme je le dis, ce n'est pas des eaux de process, ce n'est pas des eaux de procédé, donc c'est les eaux pluviales. Chez toi à la maison, on n'a pas besoin d'analyser. Mais nous, vous décidez la direction générale a décidé qu'on puisse analyser ces paramètres-là. Et ce qu'on fait depuis longtemps, et jusque-là, on n'a pas encore eu de pollution en ce qui concerne la contamination des eaux. Et cette action, on l'a également étendue sur l'analyse de l'air également. Donc, on mesure tout ce qui est matière en suspension, également tout ce qui est PM5, PM2,5. Et également, on analyse également tout ce qui concerne les gaz. Et pour la petite histoire, on a un site témoin qui est l'autoroute d'Akwaba. Quand on fait les mesures au niveau de l'aéroport et quand on va au niveau d'Akwaba, on voit qu'on est meilleur par rapport au niveau d'Akwaba. On fait également aussi pour le bruit. Vous savez que les aéronefs, quand ils atterrissent, c'est du gros bruit. Mais là, à ce niveau-là, il y a, là où il y a les atterrissages et les décollages, il n'y a pas de personnel qui travaille autour. Quand bien même que les niveaux sonores est au-delà de 100 décibels. Mais lorsqu'on approche vers, on va dire, le terminal, cette intensité commence à diminuer parce que l'aéronef le roule jusqu'à ce qu'il stationne. Donc ces analyses également, on le fait aussi chaque 2 ans pour ce qui concerne les bruits, pour ce qui concerne de l'air. Ce sont les prescriptions de l'arrêté que nous suivons exactement. Donc c'était mon petit point de vue. Oui, bien sûr, c'est vraiment important, oui. Mais c'est dans leur sens. Oui, allez-y, madame Christina, on revient à vous. Par rapport à ce qui justifie l'octroi du prix à Aéria, et qu'il faut rappeler aussi a eu le 2e prix national d'excellence de la meilleure entreprise éco-citoyenne. Donc en plus du prix Ivoire Eco Award, bien avant cela, ils avaient été déjà récompensés. Bon, ils n'ont pas encore eu des choses, mais ils ont reçu, en fait. Voilà, donc c'est la 2e entreprise. Après la première, nous sommes sur l'antenne ici. C'est ça. La première, c'est Solibra, et la 2e, c'est Aéria. Voilà. Et donc, ce qui a capté l'attention des membres du jury, en dehors du respect des normes et autres, en dehors du respect des normes, ce qui a retenu l'attention, c'est surtout la captation de CO2. Aéria a pu capter au moins 16 150 tonnes de CO2. 16 150 tonnes de CO2 captées par Aéria. Aéria et on a compensé plus de 29 000 grâce à des technologies éco-énergétiques. Quand vous allez à l'aéroport, vous voyez qu'il y a les taxiways et donc je pense que les avions sont un peu plus loin. Donc cette taxiway, je pense que c'est électrique. C'est quoi? Électrique, non? Oui. Le micro? Voilà. Et donc cette taxiway, Aéria a pu aussi revitaliser 83 hectares en reforestation en reforestation le long des pistes. C'est un élément positif aussi en faveur de la préservation de l'environnement et restaurer 3 hectares de mangroves. Vous savez qu'autour, voilà, il y a un certain écosystème qui est là et donc 3 hectares de mangroves. Aéria a créé une ceinture verte
et réussi à faire le compostage de 900 tonnes de biodéchets par an. Donc ces éléments ont contribué vraiment à donner, parce que les autres éléments, c'est le respect des normes déjà prescrites. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous faites en plus du respect de ces normes? C'est ce qui est important. Pour certains candidats qui n'ont pas été retenus, c'est surtout leur engagement dans ces domaines-là. On n'a pas senti, même si vous respectez les normes, mais en retour, qu'est-ce que vous faites puisque dans tous les cas, vous êtes obligé de polluer d'une certaine manière. En retour, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir compenser cette pollution? Donc, ce sont des éléments qui ont joué en faveur de Aéria pour qu'elle soit classée deuxième. Vous avez quelque chose à ajouter, Ali Ouattara? Juste quelque chose à ajouter, c'était mon second point. Allez-y. Je vais rapidement sur ce point. En fait, c'est un projet qu'on a dénommé Soilize. C'est-à-dire Soil is a feature. C'est dit que le sol a la capacité de pouvoir séquestrer naturellement du carbone dans le sol. Donc, partant sur ce principe, qu'est-ce qu'on a fait? Soilize, c'est un bouquet de solutions, comme Manda Yao vient de l'expliquer. On est allé ici d'abord la ceinture maraîchère. La ceinture maraîchère, on a des maraîchers qui travaillent autour de l'aéroport. Ces personnes, est-ce qu'il va falloir les déguerpir, les chasser? On sait tous que la nature aurait dit vide. Dans tous les cas, quand ils vont partir, ils vont revenir. Et quand on a essayé de travailler avec eux, on a vu que dans leurs pratiques culturelles, ils utilisent des pesticides, de l'urée pour pouvoir produire de la laitue. Donc ce n'est pas bio. Dans notre entendement, ce qu'on a fait, on a accompagné ces entités-là. On les a pas mis de côté, mais on les a accompagnés. En les accompagnant, on a essayé d'ingérer de faire de l'agroforesterie avec eux. Et on a planté environ 18 000 essences. Et ces essences ont plusieurs impacts. Ce sont ces essences qui captent l'azote. Et quand ça capte l'azote dans le sol, ça permet déjà, ça devient fertilisant pour tout ce qu'ils produisent. Et également, ça limite les pesticides et puis l'utilisation aussi de l'engrais chimique. Et ça participe aussi à la bonne santé, parce qu'on sait que les pesticides là ont un effet néfaste sur ces personnes. Donc on travaille avec eux dans ce sens. Ça, c'était le premier point sur la ceinture maraîchère qu'a dit Madame Yao. Le deuxième point, c'est au niveau des taxiways. Tu vois, quand l'avion il décolle, il y a des zones de servitude. Donc l'exigence nous demande que les herbes soient plantées jusqu'à une hauteur de 10 cm. Mais c'est difficilement qu'on peut respecter. Donc ce qu'on a fait, on est allé plus loin. On a trouvé des essences et on les a plantés. Donc la hauteur maximum est de 10 cm. Ce que ça nous permet d'éviter, c'est qu'on n'utilise plus on ne fait plus de fauchage, parce qu'on utilisait des équipements tels que des gyros pour pouvoir faire le fauchage. On ne les utilise plus, parce que ça permet de pouvoir économiser du carburant. Et les personnes, ça participe aussi à la sécurité, parce qu'on ne va plus retrouver nos agents côté piste en train de faire le fauchage. On laisse seulement que les avions atterrissent et décollent. Et l'autre point, c'est la mangrove. On a 5 hectares de mangrove sur le foncier de l'aéroport. Et ça est en train d'être dégradé. Comme Mme Yao l'a dit, on a préservé déjà des actions pour préserver les 2 hectares. Et 3 hectares ont été replantés. Et la direction générale est allée sur le site, comme vous l'avez vu dans la vidéo, et eux-mêmes ont mené des actions de planting. Et à ça, après, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait travailler aussi avec la communauté autour. On a mis en place une activité génératrice de revenus. Bon, ce n'est pas dans le dossier. On produit actuellement du miel, mais du miel du palétuvier. Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau de la mangrove, on a installé des ruches d'abeilles pour permettre de pouvoir produire du miel. Mais c'est ce qu'on gagne comme retour, comme on va dire, l'argent est retourné à toutes ces entités qui nous aident à pouvoir piloter cette action-là. Le dernier point, c'est l'économie circulaire. En fait, le concept, c'est qu'au niveau de l'aéroport, toute activité produit quand même du déchet. Quand vous prenez l'avion, vous voyez que vous mangez, vous finissez pas vos plats. Bon, c'est le lieu de vous dire maintenant de finir vos plats. Tous ces restes, on les récupère et on les transforme en compost. Mais on travaille également avec les hôtels aux alentours, et également avec toutes les entités de catering autour de l'aéroport. Donc c'est tout un écosystème avec lequel on travaille. On récupère toutes ces matières-là et on a une unité de compostage sur le site qui est environ 5000 m², où on fait de la transformation de tous ces déchets-là en compost. Donc c'est 900 tonnes de déchets qui sont transformés et à la fin on a 300 tonnes de compost qui sont produits. Mais ces composts qui sont produits sont en même temps redistribués aux maraîchers qui sont au niveau de l'aéroport. C'est ça. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait à but lucratif, mais on fait comme bien sûr pour aider la communauté. Là, derrière, on a toutes ces actions combinées, on séquestre du carbone.
environ 1500 tonnes de carbone par an. Et également, ça nous permet d'éviter 16 000 tonnes de carbone et on compense à travers d'autres mécanismes. Et ce sont des chiffres importants pour nourrir, on va dire, les CDN, les contributions déterminées au niveau national. N'est-ce pas, Madame Yao, Christine? Si vous pouvez reprendre. Parce je dis, ce sont les chiffres au niveau de la captation de carbone, ce sont des chiffres importants dans l'élaboration des contributions déterminées au niveau national. Oui, c'est important. Oui. C'est important. C'est un grand défi pour la Côte d'Ivoire de pouvoir obtenir de tels chiffres pour réduire véritablement la production de CO2 en Côte d'Ivoire. C'est ça. Nous avons pris des engagements au plan international en ce qui concerne les CDN, donc nous devons quand même faire l'effort. Oui, d'y arriver. Rosanne Tanoué avec vous, avait aussi des éléments importants. On a travaillé dernièrement avec le PNUD dans l'organisation d'un bootcamp où il fallait donner la parole aussi aux jeunes dans le cadre en fait de la transcription, de la retranscription des accords au niveau des CDN. Et la problématique qui revient, c'est la pollution plastique. Mais avant de parler de la pollution plastique, moi j'aimerais revenir sur la sensibilisation. J'ai l'impression que ça fait 2 émissions où je parle de la sensibilisation. Et au CIAPOL, essayons de se donner un plan de sensibilisation qui sera connu et vulgarisé avant d'aller aux sanctions. Pourquoi? Parce que l'individu qui connaît le Caneva peut ne pas vraiment savoir ce que ça implique et quels sont les effets pour lui et pour sa génération ou même pour l'activité qu'il mène. Donc il y a très peu de personnes... elle va finir. Vas-y. Il y a très peu de personnes qui sont conscientes des impacts en fait de leurs actes en fait sur l'environnement. Oui, je voudrais vous rassurer parce qu'il y a une stratégie, je parle sous le contrôle de M. Bakary Koulibaly, il y a une stratégie de lutte contre, qui est en cours d'élaboration. Je crois même juste il y a de cela quelques jours où ces acteurs-là se sont retrouvés à Jacquesville. Donc je pense que cela participe véritablement de la sensibilisation. Il y a eu des actions qui ont été déjà posées en termes de sensibilisation depuis la prise du décret d'interdiction, surtout des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Mais on continue toujours de sensibiliser. Mais maintenant, il y a une stratégie qui est en cours d'élaboration. Donc, on voudrait vous rassurer sur ce point. On ne va pas tout de suite à l'ascension, en fait. C'est ça. Alors, on va terminer avec vous en termes de perspective. Nous avons carrément dépassé le temps, mais c'est une émission spéciale pour célébrer tous ces acteurs engagés dans la lutte contre le changement climatique. Voilà, donc, Rosanne. Alors, aujourd'hui, en fait, le prix que nous avons reçu donne vraiment de la crédibilité à nos actions. Et cette crédibilité-là, déjà au niveau des jeunes, permet en fait de voir dans les actions de Moi Je Trie, vu qu'on apprend en s'amusant, que c'est vraiment en fait une dynamique qui devrait en fait être un comportement de se laisser entraîner vraiment par les gestes éco-citoyens au quotidien, la sensibilisation et être aussi le relais dans sa famille. Parce qu'en fait, les actions de Moi Je Trie, bien qu'ils soient uniquement dans les écoles et que par rapport justement aux différents plans qui sont en train d'être mis en œuvre, l'éducation environnementale vise à s'aimer dans toute la Côte d'Ivoire, mais pour l'instant, notre champ d'action est un peu limité. Donc dans les perspectives, ce serait vraiment d'accompagner le ministère à pouvoir essaimer en fait ces programmes d'éducation environnementale dans toute la Côte d'Ivoire. Et peut-être en fait avec les classiques ivoiriens, d'avoir aussi un manuel qui porte sur l'éducation environnementale pour accompagner en fait l'éducation de ces enfants. Ce serait aussi en fait de pouvoir lever plus de fonds. Parce que de toute façon, le déploiement de ces programmes, notamment avec les différents matériels composteurs, parce que nous aussi on fait du compostage au niveau de Port-Boué et on travaille avec les maraîchers. On a un peu la même pratique, sauf que c'est dans les écoles que le compost est produit. Et en fait, on redistribue en fait ce compost aux maraîchers justement qui font la laitue pas loin de l'aéroport. Donc je pense qu'on pourra revenir vers vous pour voir comment est-ce qu'on peut créer une synergie. Voilà, bien sûr, c'est ça l'objectif. Et vraiment, c'est vraiment poursuivre en fait notre action de plaidoyer. C'est de pouvoir être systématiquement intégré dans des plans par exemple nationaux sur l'éducation, sur les sujets de pollution plastique, sur également l'économie circulaire
vu qu'on a une formation pour les femmes, pour ce qu'on appelle Waste Work for Women, qui est un programme de formation et insertion des femmes dans les métiers de l'économie circulaire. Et on crée de la circularité sur tous nos programmes. Le tri des déchets, la valorisation des biodéchets et même les programmes sur la protection des écosystèmes marins. C'est ça. En tout cas, merci bien pour tous ces points importants. Avec vous, le CIAPOL, en termes de perspectives d'action et défis majeurs, en quelques mots, pour terminer. D'accord. Donc, comme elle a déjà parlé de la pollution plastique, moi, je vais parler plutôt d'internaliser, n'est-ce pas, certaines dispositions des conventions internationales dans les textes locaux. Voilà, je crois que j'ai déjà commencé à écrire des documents. J'ai écrit un document de 250 pages. Ah oui. Voilà, pour renforcer les capacités de mes collègues. Voilà, je pense que c'est tout ça aussi qui a fait que j'ai eu ce prix. Et surtout intégrer l'intelligence artificielle au niveau du contrôle des installations classées. Voilà, c'est-à-dire si on arrive à faire, n'est-ce pas, cette intégration en temps réel, on pourra dire quel est l'état, n'est-ce pas, environnemental des installations classées. C'est-à-dire que sur mon ordinateur, je tape le nom de ton entreprise et puis je vois déjà quels sont les polluants que tu émets. Est-ce que tu respectes les normes? Je crois que si on arrive à faire ça, vraiment, ça serait un grand pas. Ça va aider. Voilà. Bien sûr. Alors, on termine avec Aïria. Oui, merci Ghislain. Juste dit que pour Aéria, on a des très belles perspectives devant. Vu ce qu'on a déjà dépassé. Aéria, c'est 8 certifications. Hein. On a la triple certification ISO, 14001, 9001, 45001. On est certifié pour qu'il y ait des vols directs aux États-Unis, certifié pour qu'on accueille des aéronefs sur le plan international, donc le certificat d'aérodrome. On a également le niveau 3 de ISQ, c'est Customer Experience. Et également, on a le premier aéroport africain à pouvoir atteindre le niveau 4+, du programme Airport Carbon Accreditation. Donc, il y a environ 42 aéroports en Afrique et nous, aériens, nous sommes les premiers. Nous sommes devant des aéroports comme la Genève, nous sommes à Ezeco avec l'aéroport de San Diego. Donc, on est très bien positionné sur ce plan. Donc, en termes de perspective, nous allons continuer encore davantage et l'objectif ultime, c'est d'atteindre le net zéro carbone à l'horizon 2050. Donc, une trajectoire a été tracée pour qu'on puisse atteindre ce défi-là. Mais au-delà de cette performance, on va continuer toujours à investir dans les technologies innovantes pour réduire davantage l'empreinte écologique et aussi développer des partenariats avec les acteurs locaux, tels que l'ONG Moi J'écris par exemple. Voilà, pour promouvoir les initiatives de développement durable et également au niveau de la communauté. Et pour finir, on poursuit toujours notre dynamique d'amélioration continue pour mettre en place des mécanismes de suivi, d'évaluation sur l'efficacité de toutes ces initiatives-là que nous allons atteindre. C'est ça. Alors, Madame Yao Christine, pour terminer, après ce prix, qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes de la part de ces acteurs qui ont été primés, de tous ces lauréats? Oui, Ghislain, mais bien avant de parler d'atteinte, je voudrais quand même aussi rappeler un point dont on n'a pas parlé. Nous avons seulement parlé pour Aéria, mais il faut aussi rappeler que l'ONG Moi Je Trie et M. Bakary Koulibaly ont eu respectivement le 2e prix et le 3e prix du prix national d'excellence. C'est ça. Qui s'inscrit donc, le prix que nous organisons s'inscrit bien sûr dans la continuité. Dans la continuité du prix national d'excellence. Donc, ces meilleures initiatives identifiées à notre niveau servent vraiment de référence dans le cadre du prix national d'excellence. Et maintenant, vous savez, en termes de perspective, les défis même sont nombreux au niveau du ministère de l'Environnement, tout le monde le sait. Le défi de lutte contre le changement climatique, et le défi aussi de lutte contre les changements de comportement même qui freinent la transition écologique. Notamment, on en parlait en matière de gestion des déchets, en matière de consommation non responsable. Ce sont des défis pour nous. Il y a aussi le défi même de la pression démographique et urbaine qui accentue la pollution et la déforestation. Et il y a le défi du financement durable qui est vraiment important pour nous, et ces défis-là sont vraiment nécessaires pour soutenir des initiatives locales
et nationales. Mais en termes de perspective, nous pensons qu'elles sont porteuses quand même d'espoir. C'est surtout de voir une jeunesse de plus en plus consciente, des entreprises qui innovent dans le vert, une société civile qui est de plus en plus engagée, qui s'engage fortement. Donc l'enjeu, c'est vraiment de transformer cette dynamique-là en habitude quotidienne, c'est-à-dire trier nos déchets, économiser l'eau et l'énergie, protéger nos forêts, privilégier les modes de production et de consommation durable. Ce sont autant d'enjeux pour nous, mais de façon plus spécifique au niveau du prix Ivoire Eco Award, c'est surtout de mobiliser tous les acteurs autour de la question environnementale, autour du développement durable, et faire de telle sorte que ce soit une référence de promotion de tous ces acteurs, les encourager à faire un peu plus d'efforts. C'est surtout ça. Et nous sommes surtout disposés à accompagner ces acteurs. Je pense que nous sommes conscients qu'on ne va pas leur donner des prix et puis s'arrêter là, mais il y a un suivi qui doit être quand même fait pour que ces acquis que nous avons déjà soient préservés et qu'on aille au-delà de ces acquis après. Voilà. Et tirer les autres qui sont encore réticents à pouvoir s'engager. Et puis à impacter les différentes communautés. Bien sûr, merci beaucoup à vous, Madame Yao Christine. Vous êtes la directrice de la promotion et de l'éducation au développement durable, directrice de la promotion et de l'éducation au développement durable, c'est bien ça, au sein du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Et puis avec vous, on avait également Rosanne Tanoué, épouse Soro, directrice de l'ONG Moi Je Trie, Koulibaly Bakari du SIAPOL. Et puis également, on avait Ali Ouattara de Aéria. Oui. Un dernier mot. Allez-y, rapidement. C'est juste de dire merci à Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable qui nous a fait confiance en nous confiant l'organisation de ce prix. C'est ça. Vraiment un grand merci. Je pense que c'est lui qui est c'est le plus grand prix, devait normalement être attribué à Monsieur le ministre qui a une vision vraiment beaucoup plus positive pour l'environnement. Donc, vraiment merci à Monsieur le ministre pour la confiance. Merci infiniment. Merci en tout cas pour tous ces efforts-là en vue de pouvoir davantage pérenniser ce travail du développement durable et du respect de notre environnement. Merci d'avoir suivi ce numéro de Solutions Climat. C'était un numéro spécial. Voilà, on a été vraiment long, mais c'était vraiment important de donner des informations importantes, précises, claires pour les auditeurs et auditrices. Et puis tout ce travail-là on est ouvert en tant que média, porté par les médias, le travail sur le terrain. Et nous également, parfois on est sur le terrain aussi, généralement même pour des reportages. Et après, l'antenne également permet de pouvoir faire l'écho de tout ce qui est fait à travers des immersions, des reportages, des initiatives comme ça qui peuvent être organisées. Et je pense que ce prix également est en train de créer des synergies qui vont se déployer et puis impacter davantage. Merci de nous avoir suivis et merci à Antoine Kwasi qui nous a aidé à la mise en onde de cette émission et à Daouda Konaté également pour la mise en vidéo sur les différents réseaux sociaux de la radio. Merci, portez-vous bien, restez à l'écoute de Radio de la Paix. C'était Sujet de discussion.